Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour un premier webinaire de l'année 2023 avec le Réseau québécois en innovation sociale. Je me présente, Marie-Chantal Paquette, je suis directrice du Réseau québécois et ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir avec la Maison de l'innovation sociale et Renaître de la rue pour un webinaire qui est Comment faire émerger l'innovation sociale dans le communautaire. Je vais vous présenter tout à l'heure mes deux partenaires de ce webinaire. Mais tout d'abord, je vais juste vous dire qu'on va garder les sons fermés parce qu'on est enregistré. Juste vous dire qu'il va y avoir une période de questions à la fin, ça ne sera pas enregistré. Donc, il va y avoir des montages, mais ça va être surtout le webinaire qui va être retenu. Fait que, pas vous gêner à vous poser des questions vers la fin de la période de questions. Donc, le déroulement. Je vais tout d'abord présenter un vidéo que j'ai fait avec Luc Dancause concernant l'innovation sociale en général. Après ça, on va aller avec une deuxième partie qui va être Mika qui va nous présenter, Mika Yubi, qui va nous présenter Renaître de la rue et son histoire, donc qui est fondateur-directeur de cet organisme. Et puis après, il y aura un dialogue, entrevue avec Sarah Barou, qui est coordinatrice du programme d'incubation à la Maison d'innovation sociale, avec Mika, qui vont faire une présentation tous les deux sous forme de dialogue. Et par la suite, il y aura une période de questions. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une petite vidéo que je vais vous partager maintenant. Hey, bonjour Luc. Salut Marie-Chantal. Je t'ai invité aujourd'hui parce que je me fais poser souvent au Réseau québécois d'innovation sociale la question qui semble drôle, mais qu'est-ce que c'est l'innovation sociale? C'est la question que je reçois le plus souvent. Donc, j'ai pensé à toi, qui travaille au niveau des connaissances et l'innovation sociale depuis longtemps. Et puis, tu pourrais peut-être me répondre, m'aider à répondre à cette question-là aujourd'hui. Ah oui. L'innovation sociale, ça peut être plusieurs choses, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une idée, ça peut être une approche, une intervention, ça peut être aussi un nouveau service, un nouveau produit, ça peut être une nouvelle loi, puis même un type d'organisation. L'important, c'est que cette nouveauté, elle réponde plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien identifié. Ça, c'est Et puis, dans ce que tu me parles de nouveautés, de projets ou en fait de nouvelles idées, tout ça, est-ce que c'est avoir un secteur particulier ou n'importe quel secteur pourrait dire je veux faire quelque chose pour changer et devenir une innovation sociale? Tu le vois, tu l'exprimes bien, c'est vraiment pas limité à un seul secteur, l'innovation sociale. On peut voir ça émerger dans divers secteurs, que ce soit la santé, l'éducation. On pourrait avoir des innovations sociales dans le secteur du vieillissement, de l'environnement, par rapport au changement climatique ou l'agriculture, par exemple. Et puis, est-ce que, tu me dirais durable, est-ce qu'il y a un cycle particulier à l'innovation sociale? Quand est-ce qu'on peut dire c'est une innovation sociale? Bon, l'innovation sociale, on peut parler justement que ça devient une innovation sociale et non pas simplement une nouveauté. Comme je l'ai dit, quand c'est un besoin social qui est bien défini et c'est une solution qui a trouvé preneur, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté. Puis, ce besoin bien défini doit être mesurable et son bénéfice doit être pour l'ensemble de la communauté et non pas pour seulement pour certains individus. Alors, il y a une portée qui est plus étendue, qu'on veut, on dit transformatrice et systémique. Donc, en quelque sorte, ça va être une rupture avec l'existant. Ben, on a d'ailleurs au RQIS développé un schéma qui explique un peu le cycle de vie de l'innovation sociale. Ben, je vais Alors, je mets une pause ici sur cette présentation-là pour vous présenter le cycle de vie d'innovation sociale, pour vous mettre en perspective ce qu'on va présenter aujourd'hui avec la Maison d'innovation sociale et Renaître de la rue. Donc, le Renaître de la rue va nous parler de son expérience et avec la Maison d'innovation sociale, mais aussi de son expérience de vie de Mika Yubi. Donc, on parle ici d'émergence. Et par la suite, on va s'en aller
un peu avec ce qu'ils ont développé à l'expérimentation. Disons que présentement, Renaître de la rue est presque à l'expérimentation et est en train d'arriver à cette phase-là. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui à travers nos rencontres avec nos deux invités. Donc, bonjour Mika. Hey, salut, ça va tout le monde? Yes. Ça va bien toi? Ouais, nerveux, comme toujours, mais en forme. Hey, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui, Mika, qui est nouveau membre du Réseau québécois d'innovation sociale depuis cet automne. Ça me fait plaisir qu'on organise ce webinaire-là avec toi. Moi, ce que j'aimerais savoir, Mika, j'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire parce que moi, je l'ai entendu puis j'ai trouvé ça très inspirant et j'aimerais ça que tu nous la racontes et puis que tu nous amènes à renaître de la rue l'idée qui est arrivée pour cette organisation-là. C'est bon? Bon plan de match? On t'entend pas? Et puis là, Très bien. OK, parfait. En fait, c'est ça. Renaître de la rue est venu au monde un peu grâce à mes propres expériences. Ben, pas grâce, mais par rapport à mon vécu. Puis en 2017, ça allait vraiment pas bien. Ça allait vraiment pas bien. J'étais chez nous, plus moyen d'avancer, pas d'argent, rien. Je savais que j'allais me retrouver à la rue. Fait que j'ai décidé d'y aller par moi-même. J'ai pris les devants, j'ai pris mon sac, puis j'étais allé vivre dans la rue. Puis pendant quelques mois. Puis fin 2017, j'ai dit, OK, là, c'est le temps de m'en sortir. Tu sais, sortir de la conso, sortir de ma précarité, aller acquérir des études, tu sais, faire quelque chose. Et puis j'ai commencé à vouloir trouver des services, ce qui était impossible. Je ne savais pas où les trouver. J'ai galéré sur 3 provinces, le Manitoba, Ontario, je suis revenu au Québec. J'y arrivais pas. Puis quand j'arrivais à un service, ben, on voulait m'amener dans une direction bien précise, puis je trouvais que ça répondait pas vraiment à mon besoin immédiat. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai vu qu'il y avait des lacunes. Il y en avait partout. OK? Il n'y a rien qui fonctionnait pour moi. J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Je devenais littéralement invisible. Pour vrai, là, je pourrais passer ma journée à vous dire les lacunes. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Puis j'ai décidé de regarder juste le bon côté des services qu'on nous offrait, au lieu de regarder juste le mauvais. Puis je me suis dit, on va essayer de répondre à mes besoins. Puis j'aurais pas besoin exemple, si un service dure 6 mois, si après 2 mois, je jugeais que j'en avais plus besoin, j'en avais plus besoin. Fait que c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai utilisé les services. J'ai regardé juste les bons côtés. J'ai créé des liens avec des professionnels qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours-là. OK, qui m'ont nourri mes réflexions, qui m'ont aidé à me développer, à me recentrer juste sur mon besoin, tu sais, sans me laisser aspirer par le mandat trop rigide ou des façons de faire. Je vous l'ai dit, je regardais juste le bon côté. Puis, et puis, de fil en aiguille, je m'en suis sorti. Puis, ben, c'est ça. Je m'en suis sorti, je me suis rétabli, arrêté la conso, retourné aux études, fini mon secondaire, retourné à l'université et fondé l'organisme Renaître de la rue. Puis, ben, c'est ça. En gros, c'est ça. Tout part de ma situation d'itinérance jusqu'à ma sortie. Puis aussi avec mes recherches terrain, quand j'ai parlé avec des professionnels sur 3 provinces, j'étais accompagné par un travailleur social qui mettait la compréhension dans mes démarches, m'aidait à comprendre ce que je faisais, tu sais, jour après jour. Fait que j'étais pas seul dans mon itinérance, mais accompagné d'une professionnelle. Puis, c'est un peu d'émotion qui remonte, là. J'étais un peu. C'est comme ça que Renaître de la rue est venu au monde. Excusez-moi. On est avec toi, on t'écoute. Ouais, merci Mika. Ben, là, le renaître de la rue, tu m'avais dit tantôt que tu vas peut-être parler un peu de la mission, ce sera peut-être le moment. Je peux vous parler de la mission puis de l'importance ben, l'importance de la mission. Ouais, je vais vous lire la mission avant. Puis, en fait, c'est de mettre les jeunes qui vivent une situation d'itinérance ou de précarité au cœur du processus d'intervention en les outillant pour naviguer dans l'écosystème de soutien existant et trouver les ressources nécessaires à leurs besoins. C'est-à-dire permettre aux jeunes de rebâtir leur estime, leur confiance
en s'appuyant sur un réseau de soutien qui est primordial à un changement dynamique. Si vous voulez, je peux vous expliquer vite, pas vite, mais je vais vous expliquer. Quand tu regardes les jeunes qui sont bien accompagnés par les parents, puis on appelle ça une famille fonctionnelle, là, disons, avec les hauts et les bas, et puis le jeune va à l'école, c'est un service. Si ça va bien ou mal à l'école, il revient à la maison, parle avec les parents, ils réfléchissent, développent ensemble, puis ça ressent sur leurs besoins, puis ils retournent à l'école avec une nouvelle énergie. C'est ce qu'on n'a pas, nous, quand on est à la rue, ou les jeunes, quand ils sont à la rue, n'ont pas cette chance-là, cette opportunité-là. Puis quand ils utilisent un service ou qu'ils utilisent un organisme, ils se sentent pris ou qui ne se sentent pas à l'aise ou qui n'aiment pas ça, mais qui restent là parce qu'ils en ont besoin, ils ne peuvent pas évacuer. Fait avoir quelqu'un d'extérieur qui va venir coordonner leur plan d'action, premièrement, les aider sur le terrain à aller de l'avant, comprendre c'est quoi l'écosystème, les outils, puis comment les utiliser. Fait c'est un peu le rôle d'un parent, d'un grand frère, d'une grande sœur, OK, qui partage ses ressources, ses expériences, mais qui ne fait pas de transfert de pensée, qui nourrit la réflexion du jeune, puis que le jeune apprend de ses expériences. Ça limite, comment dire ça? Le jeune, il va en faire des mauvaises expériences, puis il n'arrêtera pas d'en faire. Juste à temps qu'il se dise, OK, je ne veux plus en faire. Puis là, mais pour qu'on en arrive là, il faut qu'on les accompagne dans la durée, puis c'est ce que nos structures ne permettent pas. Puis l'autre truc aussi, c'est que leur mandat est trop rigide. Si tu ne rentres pas dans leurs critères, tu n'as pas accès au service. Fait que c'est un peu discriminatoire. Ben, je dirais beaucoup. Fait que les jeunes se retrouvent seuls. Fait que le service de relais de la rue accompagne tous les enjeux. Il n'y a pas de discrimination. Puis on les aide à trouver la bonne ressource qui va répondre à leurs besoins bien précis. Ça les empêche de tourner en rond. Puis c'est ça. On peut développer, si vous avez des questions, on va pouvoir développer un peu plus loin, ça va m'aider un peu, là. Oui, ben, en fait, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à ce stade-ci? Parce que sinon, je pense on pourrait peut-être aller avec Sarah. Sinon, s'il y a des questions, on peut en prendre quelques-unes maintenant. Cool. Il n'y a pas de questions? Ah, il y a Attends. Fatin. Salut Faten. Est-ce qu'on peut entendre tes questions? Oui, salut tout le monde, salut Mika. Salut. Bonjour. Bonjour. Toujours très très inspirant d'écouter Mika parler de son cheminement et puis de ce bel aboutissement qui est son organisme. Moi, j'ai une question pour lui qui concerne l'invisibilité. Il a parlé d'invisibilité. Et donc, ça m'intéresse beaucoup parce que, voilà, je travaille OK. sur cette invisibilité-là et puis j'ai ma perspective, qui est la perspective de chercheur et j'aimerais comprendre c'est quoi l'invisibilité pour quelqu'un qui est dans la rue. Je peux vous parler de mon invisibilité, en fait. Puis ça tombe bien que tu parles de ça parce que dernièrement, je suis allé. J'étais sur mon divan, puis j'étais en train de me poser des questions sur la visibilité, l'invisibilité, l'espoir, le désespoir. Puis je suis parti dans la rue, puis j'ai rencontré 3 personnes en situation d'itinérance, puis j'ai passé toute la nuit avec eux, chacun à leur tour, puis j'ai parlé avec eux, puis j'ai pas parlé d'invisibilité avec eux, mais j'ai remarqué des choses, et puis ça a fait des liens avec mon propre vécu. En fait, quand j'étais en situation d'itinérance, puis j'étais pas en action, euh, pour m'en sortir, je me sentais pas invisible. J'étais là, je voulais être là. Les gens me regardaient, je me sentais même jugé. J'étais très visible, là, tant qu'à moi, là. Très, très visible. Et puis, peu importe le jugement, tu sais, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec quelqu'un tu sais, dans une situation de précarité extrême comme ça. Peu importe la raison, tu sais. J'étais vraiment visible. Puis je répondais à mes petits besoins par-ci par-là. Je parlais aux gens, avez-vous de l'argent, avez-vous aussi. J'étais là, j'existais. OK? Mais dans une précarité extrême. C'est où ce que j'ai commencé à devenir invisible? C'est quand j'ai voulu m'en sortir. Quand j'ai voulu chercher des services, j'en trouvais pas, on me comprenait pas.
Je connaissais rien. Fait que tous les efforts que je faisais aussi, quand je faisais des efforts pendant 3, 4, 5 jours, il n'y a personne qui me disait Hey, lâche pas, TQ. Tu sais, tu l'as. J'étais vraiment invisible. Vraiment, vraiment invisible. Puis c'est là que j'ai réussi à trouver des gens. En fait, c'est un service à l'emploi qui m'a soutenu pendant toutes ces années-là. Puis j'ai fini par travailler là. Puis eux, de leur présence, ont réussi à me rendre un peu plus visible, un peu plus humain. Mais sinon, tourner en rond, chercher des services, on n'est pas accepté à cause des critères, tout ça. Pour moi, ça, c'est de l'invisibilité, clairement. On devient invisible parce qu'on ne nous comprend pas. Merci Mika pour ta réponse. Donc, c'est cette période ou cette phase entre la rue et essayer de sortir de la rue. Ouais, c'est là. La mission de ton organisme tombe dans cette phase-là. Exactement. C'est en direct dans le processus. Il va toujours avoir une rupture, un continuum entre deux modes de vie. Puis si on n'écoute pas la personne, on ne pourra pas détecter ça, on ne pourra pas l'aider parce que tout se passe là. Entre l'espoir et le désespoir, là, quand tu es dans la rue et tu vis une situation de pauvreté extrême, tu vis dans l'espoir en quelque sorte pour moi parce que, OK, j'espère trouver de quoi pour ma conso, j'espère manger aujourd'hui. Fait que là, je fais des petits moves pour l'avoir. Mais quand je suis en action, puis il n'y a rien qui se passe, puis on ne comprend pas, ça nourrit mon désespoir. C'est comme fuck, vous n'êtes pas là, vous me comprenez. Tu sais, c'est vraiment, vraiment. Ça, c'est mon histoire. C'est vraiment. C'est ça. Oui, je suis. Merci, OK. Non, je dois dire merci à Fatou pour cette question. Je pense que ça a permis d'éclaircir vraiment où part ton idée puis ce que tu as vécu. Merci. Là, Mika, si ça te tente, je pense que j'inviterai Sarah à venir et commencer avec votre dialogue, votre petite entrevue, vos questions, toutes les deux ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, j'ai toujours plein de questions pour Mika. Mika le sait. Donc, juste pour me présenter un petit peu, moi, je fais partie de la Maison de l'Innovation Sociale, organisation dans laquelle on croit vraiment profondément que tous les acteurs, tous les membres de la société ont le pouvoir et la capacité d'imaginer des solutions aux défis sociaux et environnementaux qu'on vit aujourd'hui. Et donc, en lien avec cette croyance-là, avec l'incubateur civique, on accompagne justement les personnes qui ont des idées pour changer le monde à les mettre en œuvre. Donc, l'incubateur civique est né de ce constat-là que beaucoup de personnes sont sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux. Beaucoup souhaitent agir, beaucoup même ont des idées, mais rares sont les personnes qui transforment leurs idées en projets. Et puis il y a plein de raisons à ça. Donc ça peut être soit parce qu'on a l'impression de ne pas avoir toutes les compétences, de ne pas avoir toutes les ressources, de ne pas avoir le réseau nécessaire pour mettre en place son idée, d'avoir l'impression de ne pas forcément être la bonne personne pour ce projet-là, ou de pas être sûr que ce soit la bonne idée ou de savoir comment le déployer. Donc nous, c'est tout cet endroit-là, cet espace-là, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort pour les projets d'innovation sociale. Donc l'incubateur civique se déploie vraiment dans cette zone-là avec ces personnes-là. Donc ça peut être des individus, des collectifs citoyens, des OBNL, tous les gens qui sont dans le fond motivés, qui sentent qu'ils ont mis le doigt sur un enjeu et sur une problématique donnée, qui ne sont pas forcément sûrs de savoir comment passer à la prochaine étape et qui veulent se faire accompagner là-dessus. Donc ça, c'était un peu la mise en perspective parce que Mika a participé donc à l'incubateur civique l'année dernière. Ouais. Et via cette expérience-là, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce qui t'a donné envie justement de déposer une candidature à l'incubateur civique l'année dernière? Ouais, en 2022. Ce qui m'a donné envie, c'est... Je voulais voir est-ce que j'ai réellement un projet dans les mains? Parce que ce que je ne vous ai pas dit par rapport à mon histoire, c'est que quand j'ai décidé de me sortir de la rue, il s'est passé quelque chose de vraiment intense. Puis j'ai dit à ma sœur, je vais faire la tournée du Canada. OK? Je vais faire la tournée du Canada. Puis si ça ne fonctionne pas, je ne suis pas heureux. Ben, je ne suis pas heureux, je ferai ce que j'ai à faire. Mais toutes les données que je vais accumuler dans ma traversée du Canada, je vais le laisser en héritage à tout le monde. Tu sais, c'est des données, OK? Puis, en fait, j'ai appelé ce projet-là Renaître de la rue. De fil en aiguille, ça s'est transformé. Tu sais, c'est un projet. Puis, en tout cas,
faire ce cours, je voulais valider si ça pouvait aider d'autres gens. Puis quand je me promenais dans mon entourage, puis j'en parlais à des intervenants, à des professionnels, c'était pas clair, je n'étais pas compris. Puis j'étais pris encore avec un projet, puis eux ils avaient leurs soucis aussi. Okay? Fait que c'était comme quand j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux de la Maison d'innovation sociale, l'incubateur civique, en fait, c'est la fallait que je transcende une peur, fallait que je valide. Okay? J'ai appuyé sur le bouton, j'ai envoyé ma demande, puis et elle a été acceptée de fil en aiguille, passé le processus, puis elle a été acceptée. C'est comme ça que j'ai fait. Ouais. Justement, par rapport à ton projet, j'ai l'impression que quand tu es arrivé dans l'incubateur civique, puis quand tu en es ressorti, il y a comme plein de choses qui se sont passées. Donc, je te poserai la question de comment ton projet a évolué entre ton idée du début puis à la fin du parcours. OK, entre l'idée du début et la fin du parcours, au début, j'avais une piste d'idée, une solution, en fait, qui m'avait sauvé la vie, puis que je croyais que ça allait sauver la planète, OK? Parce que ça m'avait sauvé la vie. Fait qu'il fallait que je valide ça. Est-ce que je suis le sauveur de la planète ou pas? Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'au début, j'ai amené mon idée, la piste de solution. Puis avec l'incubateur civique, en fait, de la Maison d'innovation sociale, on a développé l'idée. On l'a zoomé, on l'a décortiqué, c'est quoi qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on l'a développé. Est-ce que l'humain est au cœur du processus? Est-ce que ça peut faire participer l'écosystème de soutien existant? Parce que les lacunes, il fallait que je réponde à des lacunes, il fallait que ça vienne littéralement amener un plus-value dans le communautaire pour les institutions aussi et surtout pour les jeunes. Fait que c'est tout ça qu'on a fait ça. Fait que du début, c'est devenu. Le début, j'avais une piste de solution qui passait par une plateforme web, qui allait aider les jeunes à trouver les ressources par une plateforme web. Puis ça a fini qu'on allait travailler avec l'humain en collaboration avec l'écosystème, puis présenter l'écosystème entre eux autres. Puis c'est du début jusqu'à la fin, c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bah ouais, ça répond bien. Puis je peux peut-être donner un petit peu de contexte aussi sur la manière dont on fonctionne avec l'incubateur civique. Parce que tu as pas mal parlé du début, donc de la partie où on vous amène à approfondir la problématique, voir un peu qui se trouve dans cet écosystème déjà où vous voulez agir, avec qui vous pouvez travailler, etc. Ouais. Mettre le doigt vraiment sur la problématique que vous cherchez à résoudre. Ensuite de ça, on vous amène à concevoir votre solution en lien avec cet enjeu-là que vous avez identifié. On vous amène aussi à aller challenger tout ça sur le terrain en allant parler à des gens, en allant parler à soit des gens qui vivent le problème, des gens qui essaient déjà de le résoudre, etc. C'est le plus beau moment, c'était là. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben oui, mais pourquoi pas? C'est le contact humain, moi j'adore. Okay? Je me découvre à travers les autres. Okay? C'est simple. C'est génial. Puis quand je suis allé rencontrer les professionnels, les intervenants, intervenantes, professionnels, multidisciplinaires et les jeunes, j'ai eu des discours, pas des discours, mais ils ont parlé vraiment avec leur cœur. Puis ils ont vraiment. C'est tout du monde courageux parce qu'ils ont tous nommé les problématiques. Ils attendent une solution, ils attendent des solutions, ils sont tannés, eux aussi, ils sont fatigués, ils attendent des solutions. Puis les jeunes ont validé les problématiques, ils ont nommé ce qu'ils vivaient eux autres aussi. Puis c'est sensiblement ce que j'ai vécu, c'est sensiblement ce que d'autres adultes, d'autres jeunes vont vivre encore. C'est ça. On va arrêter ça là. Puis cette recherche-là a été juste très humaine, puis ça l'a fait voir le beau côté de tout ce qu'il y a aussi comme aide. Il manque pas grand-chose, il manque beaucoup de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour commencer à ce que ça aille mieux, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Est-ce que ça va tout régler? Je ne sais pas, mais il manque pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui veulent que ça fonctionne. Puis là, après, ben, c'est à suivre. Ouais. Puis après cette phase de validation terrain avec ton projet, j'ai l'impression que la phase plus de planification, une fois que tu es revenu de la phase de terrain, on est plus passé à la phase de planification, la phase de passage à l'action plus pour déployer ton projet. Puis j'ai l'impression que en tout cas, c'était la prochaine étape. Donc ça, c'est un peu la manière dont on t'a accompagné sur ton projet, mais on a aussi, dans l'incubateur civique, on travaille aussi beaucoup sur les humains, avec les humains. Donc, on travaille aussi avec vous à travailler sur votre
flexibilité psychologique et la question de la résilience quand vous faites face à des obstacles. Donc, quelles sont toutes les émotions que vous vivez, comment gérer ces émotions-là pour continuer à être dans l'action avec son projet, être capable de prendre des décisions, etc. Donc, on travaille vraiment à la fois sur le projet, puis à la fois avec vous, Ben, sur vous en tant qu'individu. Puis, je serais curieuse de savoir comment toi, tu as évolué à l'intérieur de ouais, ça en tant que porteur de projet. ben, comment j'ai évolué? Écoute, le projet s'est développé, ça passe inévitable, tu sais, c'est inévitable, ça passe par le savoir-être, le développement de soi. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand je suis rentré là, j'étais semi-rigide, je partais en guerre avec le système, presque, là, façon de parler. Puis, il fallait que ça change. J'avais plus de l'air du gars qui voulait s'imposer avec son idée que d'amener une solution, puis d'inviter des gens ou laisser les gens venir à l'idée, tu sais, et à la personne aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pendant le parcours de l'incubateur, justement, on parle beaucoup de soi, les nœuds, les craintes, le vécu, parce que ça a beaucoup en lien avec notre vécu aussi, nos expériences, les projets qu'on amène, avec l'expérience d'un ami, d'une amie, de quelque chose qui. Fait qu'on on développe beaucoup le savoir-être. Puis, je dirais, du début, à vouloir imposer une idée, ben, inconsciemment, hein, c'est moi une chance, à laisser les gens venir à l'idée, ça passe par soi. Les gens vont vouloir te connaître, toi. OK, tu as une idée en plus, cool. Parle-en donc un peu, tu sais. Puis là, ça se développe. Tu sais, ça mène où ce que ça mène, mais ça se développe, puis il y a une ouverture. Fait que ça passe par. Ça a passé par ma propre ouverture d'esprit. Pour amener le projet à bien, il a fallu que moi, je lâche prise sur des choses, que le projet, je me l'approprie plus. Il m'appartient plus, en fait. Je m'en suis sorti, là. Fait que j'ai plus besoin de capoter avec ça, comme qu'on dit. C'est pour les jeunes et les professionnels. Puis, on travaille beaucoup sur le savoir-être. Écoutez, je sais pas quoi dire, mais. Super intéressant. Bah, tu sais, dans l'incubateur civique, je ne sais pas si ça peut te donner des idées de choses à aborder ou que tu aurais envie d'aborder, mais tu sais, on parle beaucoup de sentiment de l'imposteur, on parle de la posture collaborative dont tu as déjà abordé certains éléments, le fait aussi d'être orienté impact et d'être ouvert à pouvoir faire évoluer son projet pour atteindre l'impact qu'on cherche à atteindre, plutôt que de rester focalisé sur sa solution sans pouvoir la faire évoluer. Le fait effectivement d'être capable de prendre des décisions malgré toutes les émotions qu'on est en train de vivre, etc. Je ne sais pas s'il y a un Les exemple émotions. là-dedans que tu veux... Un exemple. Hey, je vais vous conter ou autre une chose qui m'est arrivée pour vrai. Puis que le passage à l'incubateur civique m'a vraiment aidé. Justement, on parle d'émotions, puis on travaille avec les êtres humains, avec des êtres humains, pour des êtres humains. Puis c'est juste ça qu'il y a des émotions. OK? C'est juste ça qu'il y a des émotions. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose par rapport avec un jeune, puis tout. Puis c'est venu me chercher, là, vraiment, vraiment. Fait que j'ai appelé l'organisme. Puis j'ai commencé à parler. Je peux-tu comprendre votre stratégie, tu sais, par rapport à ce jeune-là? J'aimerais ça, tu sais, venir vous aider. On peut-tu s'entraider par rapport. Mais j'ai mis un peu d'intensité, OK? J'ai mis un peu d'intensité parce que les émotions étaient là, puis ça a fini comme ça. Ça a fini comme ça. OK, merci beaucoup, je comprends plus la stratégie. Paf, j'ai raccroché. Bon. Et puis là, le lendemain, tu sais, ça tourne dans ma tête, ce que je faisais pas avant, tu sais. Là, je me réfléchis, change de posture, j'ai rappelé l'intervenant, puis j'ai dit, écoute, m'excuse pour mon intensité, etc., puis comment qu'on peut travailler dans le futur. Puis. Mais ça amène à ça, l'incubateur, ça amène à se dépasser, à se faire la rétrospection sur nous-mêmes, puis à comprendre vraiment ce que l'autre être humain peut vivre aussi, sans supposer qu'il vit quelque chose. On doit se dire sûrement qu'il vit quelque chose par rapport à son propre vécu. Fait que tout se fait dans le dialogue. Mais c'est exactement ça que ça m'a amené l'incubateur civique, à pouvoir faire ma propre rétrospection sur moi. Ça fait juste aider, bonifier le projet parce que je ne reste jamais stagné sur quelque chose. Il y a toujours un lâcher-prise puis un développement.
Puis il y a des partenaires qui arrivent, puis c'est juste génial, c'est juste cool. Merci Mika, super intéressant. Ben, en fait, je t'ai posé un peu toutes ces questions-là pour comprendre un peu la question de la phase d'émergence que Marie-Chantal nous a présentée tout à l'heure. Puis c'est un peu tous les éléments par lesquels tu es passé. Puis il y a peut-être d'autres choses aussi que tu n'as peut-être pas eu le temps d'aborder en peut-être 30 minutes là. Mais ça fait un petit un petit portrait de ton expérience. Puis là, tu passes à la prochaine étape avec ton projet. Je serais curieuse en fait de savoir si tu pouvais nous partager tes visions pour ta vision pour les prochains mois Pour concernant les Renette de prochains la Rue. mois, là, nous, l'organisme, pas nous, mais l'organisme, on accompagne déjà des jeunes. On a déjà des bénévoles intervenants qui travaillent dans les centres de jeunesse, gestion de crise, la prévention du suicide. Une infirmière qui a même établi un plan d'action pour renaître de la rue, de l'accompagnement vers les services de santé, etc. Là, on a tout ça. Fait qu'on est en train de construire ou de structurer, d'établir une structure organisationnelle, développer la philosophie de Renaître de la rue, développer des modes de communication à l'interne, à l'externe, comment impliquer les jeunes aussi dans l'organisme, c'est très important. L'intégration des interventions, l'accompagnement des jeunes aussi. Puis enfin, développer déploiement des services, puis aussi faire des transferts de connaissances, puis permettre aux autres organismes, institutions, s'approprier justement les services de Renaître de la rue. Entre le développement de la structure organisationnelle et le déploiement des services, il va y avoir beaucoup de dialogue, il va nous falloir beaucoup d'autres bénévoles pour l'instant. On est dans les demandes de financement, on a déjà envoyé des demandes de financement. Je vous dirais que structure organisationnelle, on est en plein dedans, et demande de financement, parce que pour l'instant, c'est tout. C'est ça. C'est tout moi qui paye. Fait que les bénévoles aussi payent de leur temps. Les partenaires payent de leur temps aussi. On a du coaching, on a des partenaires qui s'impliquent vraiment. Là. On a un CA de fous qui ont un double rôle, c'est de nourrir René Delarue de leur, comment dire ça, de leur connaissance, de leur expertise, de partager leur réseau. Puis on a aussi un comité consultatif. Là, on veut mettre sur pied un comité ambassadeur pour les jeunes, parce qu'on va les soutenir, on va les outiller pour qu'ils développent leur propre atelier, quoi que ce soit. Puis OK, je vais juste vous dire quelque chose. Nous, quand on parle d'un jeune qui compte son histoire, OK, à la radio, à la télé, OK, ou peu importe, puis après, il n'y a plus rien qui se passe. On laisse le jeune dans le néant, OK? Je trouve ça un peu difficile pour moi. Monétariser le jeune pour le bien-être de l'organisme, c'est cool parce que le jeune en bénéficie, puis c'est génial. Mais ça serait cool qu'ils aillent un peu plus loin dans ce processus-là. Puis nous, on veut les intégrer. Comme moi, je fais. Comme j'ai fait au début, j'ai compté mon histoire, mais j'ai continué. Puis là, je fais un webinaire, j'ai fait des séminaires. Fait que le comité ambassadeur va être là pour ça, pour les jeunes, par les jeunes. Puis ils vont aller parler de la jeunesse.